Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Redon, Vouziers, Aubenas, Périgueux. Et nous l'avons appris hier, j'associe d'ailleurs mon collègue Yannick Favennec, en Mayenne, plus aucun hôpital n'assurera les urgences la nuit durant l'été, sauf les urgences vitales. C'est ça, votre bilan depuis 6 ans, alors que vous nous expliquez que tout est sous contrôle et que ça finira par aller mieux. Mais nous le savons et vous le savez, c'est tout l'inverse. Ce que nous vivons dans le pays, c'est une dégradation sans précédent dans l'accès aux soins et de la situation des hôpitaux. Depuis le 1er décembre 2021, selon SAMU Urgences de France, 36 000 patients ont dormi sur un brancard sans chambre attribuée. Alors bien sûr, et je veux le dire, le problème ne date pas d'hier et chacun porte une part de responsabilité. Mais, Madame la Première ministre, votre responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir, et d'agir vraiment. Or, je veux rappeler quand même que le Ségur de la santé n'a pas produit le choc d'attractivité qui était annoncé pour les métiers du soin. Je veux aussi rappeler que vous avez refusé toute régulation de l'installation des médecins libéraux pour mieux les répartir sur le territoire national, comme le proposait notre groupe de travail transpartisan. Et je veux rappeler aussi, et c'est pire, que vous diminuez les remboursements de certains médicaments et de certains soins dentaires, ce qui provoquera à coup sûr du renoncement aux soins. Madame la Première ministre, notre hôpital brûle et vous regardez ailleurs. Et c'est l'ensemble de notre système de santé qui craque de partout. Madame la Première ministre, quand allez-vous prendre la mesure de l'urgence? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Garot. Vous m'interrogez sur la problématique des urgences en Mayenne. Vous le savez, grâce à la mobilisation de tous les professionnels et afin de faire face à une lutte sur les tensions en ressources de professionnels de santé qui touchent à la fois les établissements de santé, mais aussi les organisations libérales du territoire, les professionnels se sont j'allais dire regroupés avec la fédération interhospitalière afin d'apporter une réponse pour cet été. Les urgences seront effectivement fermées de 18h30 à 8h, mais je tiens à le dire que les urgences vitales seront assurées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Comme l'été dernier, nous pouvons remercier l'ensemble des professionnels de santé de se mobiliser, à la fois ceux de la ville et ceux de l'hôpital, afin d'assurer, à travers le service d'accès aux soins, une régulation qui permet de répondre à tous les appels qui sont donnés au 15. C'est tout l'enjeu du déploiement du service d'accès aux soins, qui d'ailleurs a été évalué par l'IGAS et qui est étendu à tout le territoire. Donc, monsieur le député, je tiens vraiment à le dire, les urgences vitales, et il est important de le signaler à nos concitoyens, seront bien assurées 24 heures sur 24. Enfin, nous tenons à dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, notamment au service des urgences, avec le doublement des rémunérations des gardes et la majoration des heures de nuit. Le sujet de la régulation que vous évoquez de nouveau à travers votre question a été tranché il y a quelques jours ici dans cet hémicycle avec un vote. Vous savez, la régulation n'est pas la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens, que ce soit à la ville ou à l'hôpital. C'est bien tout un panel de mesures que nous sommes en train de prendre et nous aurons l'occasion dans les prochains jours de faire de nouvelles annonces pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre qui n'est plus là. Les socialistes ont toujours fait de la lutte contre la corruption une priorité en créant notamment la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique en 2013. Pourtant, sur ce sujet, nous pouvons largement mieux faire. La France ne se classe qu'en 21e position à l'échelle mondiale du classement de Transparency International. Ce combat contre la corruption, c'est d'ailleurs celui d'une association, Anticor. Elle a fait depuis longtemps la preuve de son utilité et alors que son agrément avait été accordé in extremis en 2021, notamment à la suite
de l'intervention des socialistes. Celui-ci a été annulé par une décision du tribunal administratif il y a quelques jours. C'est une décision de justice, nous la respectons, elle fait par ailleurs l'objet d'un recours. Cette association d'utilité publique a fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément auprès des services de la Première ministre. Ma question est simple. Vous engagez-vous à ce que les services de Matignon examinent avec la plus grande célérité cette demande? Il faut en effet éviter à tout prix que les 159 procédures judiciaires dans lesquelles Anticor et partie civile ne soient fragilisées, mais aussi et par ailleurs que l'association puisse continuer à exercer ses missions essentielles à notre démocratie. Bien. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arthur Delaporte. D'abord, j'étais membre du gouvernement en 2021. L'agrément accordé par Jean Castex ne s'est pas fait de façon in extremis, c'est sous la saine pression des socialistes. Là, vous revisitez un petit peu l'histoire, Monsieur le député. C'est bien de vous octroyer tous les mérites, mais en l'occurrence, c'est une décision du gouvernement de l'époque. Bon, merci d'avoir souligné que ce n'est pas une décision politique qui a été rendue, mais bien une décision de justice, et que cette décision, elle peut être contestée. Je rappelle d'ailleurs que la justice avait été saisie par des anciens membres de cette association Anticor, qui eux-mêmes considéraient que l'association devait perdre son agrément. Bref, je ne rentre pas là-dedans. Vous l'avez dit vous-même, il y a un appel qui est en cours. Vous interrogez le gouvernement sur le sort qui sera réservé à la demande d'un nouvel agrément qui a été déposé par l'association Anticor. Bien écoutez, sachez que la Première ministre a sans délai transmis au ministre de la Justice la demande d'agrément pour que ça puisse être examiné, en tout cas dans les meilleurs délais. Il ne me revient pas, avant examen de cette requête, de vous en donner évidemment les conclusions. Vous dire que les procédures pénales qui sont en cours dans lesquelles Anticor s'est constitué ne sont pas remises en cause du fait de l'appel qui est suspensif et qu'en revanche la perte de l'agrément, quelle qu'en soit la cause, rend la constitution de partie civile de l'association irrecevable, mais la recevabilité de la constitution de partie civile s'apprécie au jour où le jugement intervient. Par ailleurs, vous dire que dans le cadre du projet de loi sur la justice, qui sera débattu à partir du 3 juillet au sein de cette Assemblée nationale, cette question sera évoquée à travers un amendement qui traite de l'agrément. Et cet amendement sera évidemment examiné avec la plus grande attention par le gouvernement, parce que nous sommes, vous vous en doutez bien, et c'est un point sur lequel nous pouvons nous retrouver, tout comme vous, déterminés à lutter contre toute forme de corruption. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Delaporte. Oui, Monsieur le Ministre, permettez-moi juste de signaler une chose, mais il est toujours singulier qu'un ministre de la Justice soit appelé à prendre une décision sur une association qui a lancé et a tenté une procédure en justice à son encontre. Donc on pourrait ici questionner la question du nécessaire déport du ministre. Mais je me permettrai de dire une chose pour répondre. La démocratie, c'est un bien fragile. Et votre gouvernement ne peut se contenter des déclarations d'intention comme celles que vous venez de faire, et notamment sur, peut-être, et je l'espère, le fait de transmettre à la HATVP la capacité à donner ses agréments. Mais plus largement, nous constatons avec effroi la construction en France d'un chemin illibéral, et je profiterai de cette réponse pour le dire, qui effrite chaque jour un peu plus notre système démocratique, et vous y contribuez. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Ministre. Nous avions là un échange, Monsieur le député, je crois respectueux. Je pense que vous pouvez donner au ministre de la Justice le respect qu'il mérite et ne pas considérer, pas a priori, qu'il serait enclin à prendre une décision. Ouais. Le garde des Sceaux est non seulement un militant de la lutte contre la corruption, mais il est garde des Sceaux de la République française. Il mérite le respect. Merci Monsieur beaucoup. voilà. J'ai fini mon temps. Voilà. Hier matin, à Nanterre, Naël, 17 ans, a été tué à bout portant par un membre des forces de l'ordre. Nous ne connaissons pas encore les circonstances exactes de ce drame, mais les images sont terribles. La lumière doit être faite car un refus d'obtempérer ne doit se terminer par la mort d'un jeune. Nos premiers mots vont naturellement à la famille de la victime et à sa maman. Toute mort est tragique, mais quand la victime a 17 ans et que les circonstances sont celles que l'on connaît, on peine à imaginer la souffrance des proches. Le temps du deuil doit être respecté. Aussi, les violences et dégradations que l'on a pu constater hier à Nanterre et dans d'autres villes françaises doivent être condamnées. Elles ne seront jamais la solution et nous nous joignons aux demandes de Patrick Jarry, maire de Nanterre. Nous voulons comprendre et nous appelons à la retenue. Les enquêtes administratives et judiciaires doivent aboutir vite à la manifestation de la vérité, condition du retour au calme, mais ce n'est pas suffisant. Dans de telles circonstances, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Je dénonce les tweets incendiaires de certains syndicats de policiers, minoritaires certes, mais néanmoins intolérables.
Vous n'entendrez jamais de surenchère dans nos paroles. Madame la Première ministre, nous croyons à la police de la République. Mais lorsqu'un drame comme celui d'hier se produit, c'est l'exemplarité de l'état de droit qui est interrogée et c'est aussi son autorité qui est potentiellement fragilisée. En conséquence, il faut objectivement évaluer l'application de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure sur l'usage des armes et en tirer les conséquences. Il faut également reconsidérer la formation des policiers et les moyens qui y sont alloués tout au long de leur carrière. Avec cette tragédie, au-delà des paroles, vos réponses et vos actes doivent participer à l'apaisement que le pays attend. Madame la Première ministre, il y a urgence. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Patrick Kanner, j'ai eu l'occasion de le dire, la mort d'un adolescent de 17 ans est un drame épouvantable. Le Président de la République a dit tout à l'heure la peine et l'émotion de la nation. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Nahel et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite. Alors vous m'interrogez spécifiquement sur nos règles et sur la formation de nos forces de l'ordre. Vous connaissez, tout comme moi, Monsieur le Président Kanner, leur engagement au quotidien. Policiers et gendarmes connaissent leur devoir d'exemplarité. Et comme nous l'avons toujours dit, quand il y a des fautes, les fonctionnaires ont à en répondre, tant au plan administratif que judiciaire. Les images particulièrement choquantes du contrôle de Nahel donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté. Mais seule la justice le dira et nous en tirerons évidemment toutes les conséquences. Et dans l'immédiat, le ministre de l'Intérieur prendra les décisions qui s'imposent à l'issue de la garde à vue. Monsieur le Président Kanner, l'heure est au deuil, à l'enquête et à l'apaisement. Nous avons une exigence absolue de vérité. C'est elle qui nous permettra de surmonter les colères et de donner les réponses qu'attendent légitimement la famille de Nahel, les élus et les Français. Je vous remercie. Merci. Quelques secondes, Monsieur le Président. Merci, Président, pour votre générosité. Madame la Première ministre, beaucoup d'entre nous sont d'anciens élus responsables, d'élus nationaux, et nous avons même été parfois ministres en charge des politiques de la ville. Et nous savons que la vérité et la justice sont l'outil du meilleur apaisement dans nos quartiers. Merci pour votre mobilisation, mais nous attendons beaucoup de vos actes en la matière. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, au moment de ma dernière, mon groupe, que je salue, m'a fait l'honneur de me confier une question qui fut au cœur de mon engagement, de mes plaidoiries, de mes travaux avec vous dans cet hémicycle depuis de nombreuses années. L'indépendance, le pluralisme et la liberté des médias. Je veux vous dire notre inquiétude, car aux concentrations économiques qui monopolisent les médias entre quelques groupes industriels et financiers dont l'activité principale est le plus souvent étrangère à la presse, à l'information ou à la culture, se construit devant nous un empire médiatique de propagande au service d'une idéologie qui promeut la haine de l'autre. En effet, M. Bolloré, qui étend son empire à la télé, à la radio, à la presse écrite, au cinéma et à l'édition, qui en contrôle presque la totalité, y compris la majorité des livres scolaires, détruit des rédactions entières comme AITélé, Europe 1, Paris Match et maintenant le JDD, en lui imposant contre son avis exprimé à 98% par les journalistes, un directeur renvoyé d'un journal d'extrême droite parce qu'il était lui-même trop d'extrême droite. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne peut rien faire car la situation est grave. On peut mieux protéger l'indépendance des rédactions en leur permettant de valider à une majorité qualifiée leur directeur proposé par l'actionnaire. Et les états généraux de l'information promis par le président de la République, c'est pour quand? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du renouveau démocratique, Monsieur Olivier Véran.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur David Assouline, à mon tour et au nom du gouvernement, je voudrais saluer votre action comme sénateur toutes ces années et l'apport qui aura été le vôtre dans cette haute assemblée. Monsieur le sénateur, vous interrogez le gouvernement sur la question du rachat, enfin pas du rachat, pardonnez-moi, de la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Comme vous êtes un très fin connaisseur des règles dans le milieu culturel, vous savez qu'il ne revient pas au gouvernement de décider qui va diriger tel ou tel journal, évidemment. Et d'ailleurs, si c'était le cas, ce serait grave. Et je pense qu'il y aurait unanimité sur ces bancs pour considérer que nous outrepasserions nos droits. L'État est là pour garantir le pluralisme et la liberté de la presse. Il est là aussi pour financer. Plus de 400 titres de presse ont été subventionnés l'année dernière et c'est très bien ainsi. Il n'empêche pas qu'on peut se poser la question. On peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas mettre à l'abri, je dirais, des comités de rédaction de l'influence actionnaire. C'est une question qui est légitime. Vous soulignez par exemple la possibilité de soumettre au suffrage des rédacteurs, des journalistes d'un quotidien ou d'un autre journal un vote pour désigner le rédacteur en chef. Je sais que certains journaux le font, comme par exemple Les Échos. Moi j'ai envie de vous dire, monsieur le sénateur, il va y avoir... D'abord, il y a une réflexion qui a commencé au Parlement, sous l'égide de la ministre de la Culture, dont j'excuse l'absence d'ailleurs, parce qu'elle est avec le président de la République à Marseille. Et les parlementaires ont aussi pour objectif de regarder la loi Bloch de 2016 pour voir ce qui pourrait être éventuellement renforcé, amélioré ou modifié dans ce cadre-là. Par ailleurs, vous l'avez dit vous-même, le président de la République souhaite organiser des états généraux de l'information qui pourraient être, pourquoi pas, une opportunité pour aborder ce type de problématique. Il ne me revient pas de vous dire que c'est précisément ce type de problématique que nous aborderons, mais dès lors qu'on ouvre ce chantier, qui est important, eh bien, on pourra se poser toutes les questions qui conviennent. Donc voilà, monsieur le sénateur, j'espère avoir répondu non pas sur le cas précis qui vous occupe et qui vous mobilise, mais sur le cas général de l'indépendance, du pluralisme et de la liberté de la presse. Monsieur Assouline. J'ai posé cette question sans esprit polémique. Je pense qu'il faut un sursaut. J'en appelle à tous mes collègues sur les bancs. Dans un monde où toutes les démocraties sont menacées, où les populismes semblent triompher, l'enjeu de la liberté de la presse est vital. C'est un enjeu républicain qui doit nous rassembler. C'est un enjeu démocratique qui doit nous mobiliser. Je vous demande de méditer cette phrase de Victor Hugo. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Monsieur le ministre des Transports, allez-vous tenir vos engagements? Le 22 mars dernier, auditionné à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire annonçait saisir le Conseil d'État pour étudier la possibilité de raccourcir les durées des concessions autoroutières. Il écartait de fait les deux autres options mises sur la table par l'Inspection générale des finances dans un rapport révélé par le Canard enchaîné, à savoir la diminution des prix des péages et le prélèvement sur les bénéfices des sociétés concessionnaires. Nous avons appris la semaine dernière, une nouvelle fois par voie de presse, que le Conseil d'État aurait rendu son avis. Il privilégierait une hausse de la fiscalité sur les concessions que le ministre de l'économie considérait en mars être, je cite, une impasse. Compte tenu du caractère stratégique des autoroutes, tant pour l'aménagement du territoire que pour la transition écologique des transports, et à moins de 10 ans de la fin des premiers contrats, allez-vous publier la saisine et l'avis du Conseil d'État, comme vous vous étiez engagé auprès de notre collègue députée socialiste Christine Pires-Beaune le 3 mai dernier? Par ailleurs, quand allez-vous enfin lancer les assises des autoroutes que vous nous promettez depuis 3 mois? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, monsieur Béchu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacquin, compte tenu des textes dont vous êtes l'auteur, des prises de parole à répétition sur ce sujet, je ne suis pas surpris de vous trouver comme étant l'auteur de cette question. Vous pouvez éventuellement être surpris que je sois le répondant, mais je le redis, l'absence de Clément Beaune me conduit à remplacer mon ministre délégué sur ce sujet et à vous répondre. Vous avez parfaitement suivi les épisodes précédents. Et dans les épisodes précédents, précisément, dans les réponses qui ont pu être faites dans cet hémicycle, par Bruno Le Maire, par Clément Beaune, dans le cadre des commissions dédiées, nous avons évoqué le fait que nous étions dans un cadre particulier qui était celui des concessions avec des règles juridiques. Et donc on a joint le geste à la parole et le Conseil d'État a été saisi de 2 questions. Peut-on raccourcir unilatéralement une durée de concession sans être amené à la compenser de manière intégrale? La réponse est non.
Les raisons qui permettraient d'aller justifier l'intérêt général ne peuvent pas tenir à une appréciation éventuelle d'un niveau de rentabilité tant que la durée globale de concession n'est pas terminée, parce qu'on ne peut pas apprécier seulement sur une partie du temps ce que produit sur la totalité de la concession le résultat économique global. Et si nous le faisions, il faudrait à ce moment-là qu'on compense financièrement intégralement, à coût de dizaines de milliards d'euros, les années dont on amputerait le contrat tel qu'il a été signé. La deuxième question, c'est peut-on taxer? Avec un biais, l'IS a baissé de 33 à 25%. Des calculs de rentabilité s'étaient établis sur une base éventuelle qui était celle du niveau de fiscalité existante. Le Conseil d'État dit quoi? Il dit c'est possible, mais vous devez considérer les concessions comme une catégorie homogène. Vous ne pouvez pas considérer qu'il y aurait d'un côté les concessions d'autoroute et de l'autre d'autres formes de concessions nationales qui échapperaient à la même approche d'une évolution de la fiscalité sur la durée qui modifierait les conditions initiales qui avaient été imaginées. Sous cette réserve d'homogénéité, des dispositifs fiscaux sont possibles. Vous savez que nous travaillons au financement de la transition écologique, que le financement de cette transition écologique, et en particulier le plan qui concerne les transports, passe par le fait que nous puissions verdir ou aller chercher des dépenses brunes pour faire en sorte d'avoir des recettes vertes. C'est ce à quoi nous sommes précisément en train de travailler. Monsieur Jacquin. Je vous remercie, Monsieur le ministre des Collectivités, pour la précision de votre réponse dans ce domaine. Mais vous assumez d'être favorable aux concessions et défendez un modèle déséquilibré, vous obligeant à quémander des ristournes pour les usagers spoliés, comme le dernier sketch des chèques vacances. L'État régulateur doit reprendre la main et préparer véritablement l'après-concession. Écrire et lancer de nouveaux contrats, c'est 5 ans de travail. Le Sénat vous le répète depuis 2020. D'autres modèles existent. Avec notre groupe, nous avons proposé la création d'un EPIC Route de France qui gérerait l'ensemble du réseau routier national. Alors débattons-en enfin. C'est l'intérêt des Français, des entreprises, des territoires et du climat. Je vous remercie. Merci.